En direct avec nous depuis Paris, Patrick Bannon, écrivain-chercheur associé à la Sorbonne. Il est conférencier et prof à l'Université de Dauphine, spécialiste des religions monothéistes et directeur de l'Institut des sciences de la diversité. Alors une résolution adoptée par le Conseil européen implique quoi dans les faits pour les pays de l'UE, Patrick Bannon? Oui, bonjour. Écoutez, pas grand-chose en réalité, parce que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe est consultative. Donc elle n'a aucun moyen d'enforcer ces résolutions. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas le Parlement européen qu'il s'agit. Cette Assemblée est constituée des parlementaires nationaux des États de l'Europe, mais aussi du Maroc, du Mexique ou d'Israël. Alors, est-ce qu'il y a eu déjà des réactions de communautés par rapport à cette résolution? Oui, bien sûr, tout le monde réagit, et tout le monde réagit dans le même sens. C'est-à-dire que c'est une décision qui encourage les lectures les plus archaïques de l'antisémitisme, c'est-à-dire de l'opposition aux cultures proche-orientales. Ce que je voudrais rappeler, c'est que ce débat ne date pas d'aujourd'hui, ni d'il y a un an, parce qu'il y a un an, il y avait la décision du tribunal de Cologne. En Allemagne, oui. Oui, en Allemagne. Mais ça fait 25 siècles. Ça fait 25 siècles que les cultures européennes considèrent que la pratique de la circoncision qui était répandue dans tout le Proche-Orient ancien, n'était pas compatible avec la culture occidentale. C'est très intéressant parce que en réalité c'est un problème de société, c'est un problème de vision de la famille qui est derrière cette logique-là. Les Grecs, par exemple, organisaient la société plutôt autour de la métamorphose en type de procréation, alors que le Proche-Orient est organisé autour de la procréation avec la reconnaissance à travers la circoncision du père unique d'un enfant. C'est-à-dire donc d'un côté le monothéisme et de l'autre côté le polythéisme. Mélanie Frédéric-Sigli pour Patrick Bannon, en direct de Paris. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que l'on va réellement réfléchir à cette question, ou est-ce que ça a été juste un coup d'éclat de communication politique, on va dire, qui en soi est inquiétant? C'est inquiétant pour deux choses, parce que ce que je crois est grave, c'est déjà d'avoir fait l'amalgame entre la circoncision et l'excision féminine. Parce que la circoncision n'est pas une mutilation, à l'évidence. L'Académie américaine de pédiatrie démontre régulièrement les bienfaits de la circoncision. Donc ce n'est pas un acte mutilant, alors que l'excision féminine est un acte mutilant. Et je pense que cette démarche de faire l'amalgame entre les deux, et surtout d'ajouter une dimension mentale à cette pratique, parce que je ne sais pas si vous l'avez noté, mais les risques potentiels qui sont soulevés par la résolution de l'Assemblée européenne, du Conseil de l'Europe, c'est que les risques sont pour la santé physique et la santé mentale. Donc derrière il y a quand même une logique assez perverse, oui. Oui, qui quelque part condamne culturellement des personnes. Donc oui, c'est très grave. C'est très grave d'avoir le droit d'ouvrir le débat sur ce sujet. Madame Benis pour Patrick Bannon. Oui, Monsieur Bannon, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous l'avez effectivement rappelé, c'est vrai que les résolutions qui sont adoptées par le Conseil de l'Europe ne sont pas contraignantes pour les pays membres, et que donc seuls les parlements nationaux sont en mesure d'interdire la circoncision. Donc, effectivement, aujourd'hui, il s'agit d'une recommandation. Alors, par rapport à cette recommandation, finalement, cette recommandation nous interpelle sur la question suivante, c'est-à-dire finalement sur les plans religieux et culturels, quelle pourrait être la place de la circoncision dans l'islam et le judaïsme. Alors, on sait bien que dans le Coran, elle n'est pas mentionnée, la circoncision, bien sûr, mais qu'elle est pratiquée par l'ensemble du monde musulman, où elle est considérée comme, si vous voulez, comme une prescription de la tradition de l'islam, et que la plupart des familles sont attachées.
Par rapport à l'identité juive, est-ce que en réalité, lorsque vous vous insurgez contre cette recommandation, en fait, est-ce que ça revient finalement à mettre en exergue le caractère central dans la culture, la religion et l'identité juive justement de cette du caractère essentiel de la circoncision, dont elle constitue justement l'un des principaux marqueurs, parce que en réalité, si j'ai bien compris, cette remise en question, en fait, elle est vécue, en fait, cette recommandation comme une remise en question de l'identité mémorielle juive, en fait. C'est bien ça, parce qu'elle a une dimension familiale quand même. Disons que je vous parlais tout à l'heure des tentatives, il y a de ces débats qui ont 25 siècles. Je voudrais rappeler que Antiochus IV, 2 siècles avant Jésus-Christ, avait tenté d'interdire la circoncision déjà, et que le César Hadrien, vers 135 aussi, il avait tenté d'interdire la circoncision. Ils n'y parviennent pas à aucun moment. Maintenant, c'est vrai que c'est une négation, pour le judaïsme, c'est une négation de l'identité juive. C'est ça, c'est bien ça. Et ça, c'est un vrai sujet. Mais pour les musulmans aussi. Oui, tout pour l'islam, c'est aussi extrêmement grave. Exact. Peut-être pas au même niveau, parce qu'on est plus à un niveau de tradition et de prescription. Mais disons que dans le judaïsme, on ne peut pas être juif sans circoncision. Exactement, c'est une scarification en fait qui est reconnaissable entre toutes et qui témoigne, si vous voulez, de l'alliance avec Dieu, c'est bien ça. Exactement. Voilà. Entre autres, il y a aussi beaucoup d'autres aspects. Et en plus, le débat Philon d'Alexandrie au 1er siècle, qui était un philosophe juif d'Alexandrie, expliquait déjà aux Grecs et aux Romains les bienfaits de la circoncision et qu'il ne fallait pas surtout s'offusquer de ce rite. Oui, donc on est vraiment dans un débat profond, ancestral, qui a toujours été cette opposition culturelle entre l'Occident et la culture proche-orientale. On peut en tirer quand même un bienfait de ce débat-là, c'est que ça rassemble juifs et musulmans autour d'un même rite fondateur. Très bien, merci beaucoup Patrick Banon. Je rappelle que vous êtes chercheur, écrivain, et à la Sorbonne, il y a Drijedan qui a une dernière question pour vous, et puis on clôturera le débat par rapport justement au Conseil de l'Europe qui considère que la circoncision est un acte de mutilation. Ouais. J'avais une question qui aurait supposé un long développement de votre part, mais on aura l'occasion de se reparler. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a à craindre de tout cela, Monsieur Banon ? Sur le terrain, concrètement. Il y a à craindre d'enfermer les cultures proche-orientales juives et musulmanes dans une logique archaïque. Je voudrais rappeler très rapidement que c'est la même démarche qui a été entreprise par les nazis à la veille de la Seconde Guerre mondiale, quand les nazis ont interdit l'abattage rituel juif, sous prétexte que les juifs se rendaient coupables de cruauté envers les animaux. Donc c'est sur le plan moral que se situe ce débat, et donc c'est très dangereux. En tout cas, merci Patrick Banon. Je rappelle donc que vous êtes écrivain, chercheur, associé à la Sorbonne, conférencier et spécialiste des religions monothéistes. Vous êtes également directeur de l'Institut des sciences de la diversité. Merci d'avoir été avec nous en direct depuis Paris.